Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une description de la mélancolie à la fin de la Renaissance. Le dernier siècle de la Renaissance européenne s'ouvre sur les célèbres figures de la mélancolie, gravées par Albrecht Dürer. Il va se refermer avec un discours médical sur la mélancolie qui n'a pas acquis la même célébrité, mais qui mérite pourtant d'être redécouvert, car il apparaît comme une réponse aux questions posées par Marcille Ficin à la fin du siècle précédent, et exprimée avec tant de gravité et de génie par l'artiste de Nuremberg dans ses illustrations sur le thème de cette maladie de la bile noire qui, depuis la philosophie aristotélicienne, reste au centre de la problématique des relations entre créativité et folie. Il s'agit du discours des maladies mélancoliques, publié pour la première fois par André du Lorens en 1597. Ce médecin très cultivé, originaire de Tarascon où il était né en 1558, était devenu, quoique d'abord docteur de la faculté de médecine d'Avignon, professeur à l'université de Montpellier en 1585. Il allait par la suite, en 1603, être élu grand chancelier de cette même université, alors qu'il habitait déjà Paris où il occupait les fonctions de médecin ordinaire du roi Henri IV. Son petit ouvrage sur les maladies mélancoliques mérite d'être relu, car il rassemble l'essentiel des connaissances qu'on avait sur cette maladie mentale à l'aube de l'âge classique. Sans doute, n'est-ce pas l'étude exhaustive que rédigera l'anglais Burton une vingtaine d'années plus tard, mais c'est un exposé clair et bien écrit, unissant l'héritage des médecines galéniques et arabes avec l'apport médical rationnel de la Renaissance. Paru en 1597, il fait partie d'un ensemble intitulé Discours de la conservation de la vue, des maladies mélancoliques, des catarrhes et de la vieillesse. Il connut une dizaine d'éditions, jusqu'à celle de 1646 qui rassemble ses œuvres médicales, traduites en français par Th. Gelée et revue par G. Sauvageon, et que nous avons utilisée pour cette étude. Dès le début, son auteur, pour se protéger des tribunaux de l'Inquisition encore vigilants, tient à nous rappeler que l'âme est divine et qu'elle ne peut elle-même être touchée par la maladie. Ce sont les facultés, les trois puissances qui lui permettent de gouverner le corps et qui peuvent, elles, être affectées, perturbées, l'imagination, la raison et la mémoire. La raison est souveraine, les deux autres, parce qu'elles lui servent ordinairement, l'une de rapporteur, l'autre de greffier, jouissent des privilèges de noblesse, logent dans la maison royale et tout auprès de la raison. On retrouve là le modèle de localisation cérébrale métaphorique souvent utilisé à cette époque, comme le rappelle Séard. L'imagination, le rapporteur, est dans le vestibule, est l'antichambre. La mémoire, le greffier, est à l'arrière, en son cabinet, et la raison se tient dans la pièce principale. Cette véritable topique va servir de support à un système explicatif psychopathologique, en partie hérité de l'école péripatéticienne. L'imagination y apparaît comme quelque chose de plus que le sens commun ou intérieur qui juge de tous les objets externes. Et l'entendement ou intellect, ou raison, est au centre d'une activité psychique à la fois alimentée par l'imagination et par la mémoire. De ce système découle une classification relativement simple des troubles psychopathologiques, dont le support cérébral n'est plus discuté. L'organe de ces puissances nobles est le cerveau. Nous la retrouverons tout au long de la description des diverses formes de la mélancolie, sous la plume de du Lorens qui, comme j'y vire, fait de l'imagination le vestibule, le lieu de passage indispensable entre l'âme et le corps, la raison et les perceptions extérieures. Avant d'aborder l'étude clinique de la mélancolie, du Lorens tient à préciser comment on doit distinguer les mélancoliques malades d'avec les sains. Car pour lui, à côté des malades travaillés de cette misérable passion que l'on appelle mélancolie, il y a des complexions mélancoliques qui sont dans les bornes et limites de la santé. Il rappelle à ce propos la théorie hippocratique des 4 humeurs et des 4 tempéraments, restant dans la normalité. Pour le tempérament mélancolique, il cite Aristote qui écrit, en ses problèmes, que les mélancoliques sont les plus ingénieux. Du Lorens distingue 2 types de complexions à ce propos, celle de la bile chaude et adulte, qui peut rendre géniale, et celle de la bile noire froide et terrestre, qui rend grossier et ralenti, tardif en toute action. C'est le tempérament mélancolique acinin, qui fait de ces hommes des ânes. Seule donc, l'atrabile chaude, mêlée avec un peu de sang, rend les hommes ingénieux et les fait exceller sur les autres, et correspond au tempérament créateur, du problème XXX d'Aristote. À ces 2 complexions,
vont correspondre deux types de maladies mélancoliques. En effet, celle-ci ne se produit que lorsque le cerveau est vraiment atteint par un grand excès de l'une de ces biles noires, la chaude ou la froide. Mélancolie délirante avec imagination exacerbée, pour l'atrabile chaude, et mélancolie stupide, pour la bile noire froide. À côté de ces deux formes, on trouve l'hypocondrie, mélancolie hypocondriaque ou venteuse, dont les vapeurs montent au cerveau, à partir des hypocondres et de la cavité gastrique encombrée d'atrabile en putréfaction. Comme on le voit, c'est toujours le vieux système galénique avec ses trois formes d'atteinte du cerveau. Atteinte directe vis du cerveau, atteinte par sympathie ou consensus, l'atrabile étant diffusé par la circulation générale dans tout l'organisme, et atteinte par l'estomac venant des hypocondres, rate, foie et mésentère. Par rapport à Galien, on note seulement que pour du Lorentz, la partie haute de l'estomac et l'œsophage perdent leur prépondérance sur les hypocondres. On constate également que les deux premières formes cliniques ne se distinguent pas tellement en fonction de la forme d'atteinte cérébrale, directe ou sympathique, alors que la forme hypocondriaque garde son individualité à la fois clinique et pathogénique. Pour du Lorentz, l'hypocondrie ne fait d'ailleurs pas vraiment partie de la mélancolie. Elle ne se traite point du tout si rudement. Le médecin d'Henri IV va d'ailleurs surtout s'intéresser à la mélancolie cérébrale, qui a son propre siège au cerveau. Il en énumère dans le chapitre 5 les signes déjà bien connus: peur, tristesse, insomnie, l'éveil, songe horrible, idée de mort. Les mélancoliques ne pensent qu'au sépulcre et toutes choses funestes. Ils ont leur esprit sauvage et tout noirci. Le noir apparaît bien comme la couleur fondamentale de la mélancolie dans tout son registre métaphorique. C'est ainsi que ces malades aiment l'obscurité. Ils sont aussi ennemis du soleil et fuient la lumière. En revanche, ils aiment la solitude, parce qu'étant occupés et attentifs à leur imagination, ils craignent d'en être distraits par la présence des autres. En conséquence, ils ont les yeux fixes et comme immobiles, et bien souvent ne peuvent parler non pas par vice de la langue, mais plutôt par je ne sais quelle opiniâtreté. Par rapport à la tradition médicale classique, du Lorentz fait preuve d'originalité dans l'intérêt qu'il va porter au délire du mélancolique, ce délire partiel sur un seul objet, qui va prendre le pas dans le tableau clinique sur les troubles de l'humeur. F. Plater, quelques années plus tard, mettra aussi l'accent sur ce délire, ce trouble de l'entendement, dans la mélancolie. Et c'est sans doute à tort que Henri Ey et beaucoup d'historiens de la psychiatrie en attribuent la priorité aux médecins suisses. Du Lorentz termine en effet son tableau clinique par l'imagination étrange des mélancoliques, fixée sur un objet particulier qui ne peut s'effacer qu'avec le temps. Et il se demande alors d'où vient que les mélancoliques ont de particuliers objets tous différents sur lesquels ils rêvent. C'est le titre du chapitre suivant consacré à l'imagination des mélancoliques. Il y fait d'abord une comparaison entre l'ivresse et la mélancolie. De même que l'intoxication alcoolique agit sur le cerveau en provoquant des réactions variables selon le tempérament, le caractère et les prédispositions du sujet, l'atrabile agira sur l'imagination selon les objets de préoccupation habituels du patient, comme l'étude à laquelle on s'applique le plus, ou parfois en rapport avec quelque autre cause occulte. C'est ainsi que ceux qui seront d'un tempérament extrêmement sec et auront le cerveau fort aride, s'ils voient ordinairement une cruche ou un ver qui sont objets assez fréquents, penseront être devenus une cruche ou un ver. Quant à ceux qui auront des vers en l'estomac ou aux intestins, ils s'imprimeront fort aisément s'ils sont mélancoliques, qu'ils ont d'un serpent, une vipère ou quelque autre animal dans le ventre. Toutes ces imaginations suivent la disposition du corps, parfois proche pour l'auteur de ce que nous appellerions la synesthésie. D'autres imaginations sont liées à l'étude à laquelle le malade est le plus attaché, à ses façons de vivre, à ses mœurs, à ses qualités ou à ses défauts. Par exemple, l'ambition. S'il arrive qu'un ambitieux devienne mélancolique, il s'imaginera qu'il est roi, empereur, monarque. Si c'est un avaricieux, toute sa folie se tournera vers les richesses. Si la dévotion lui plaisait, il ne fera que barboter, réciter des prières et n'abandonnera jamais les temples. On voit bien à ces exemples que la mélancolie est vraiment devenue un délire, et que la tristesse, la dépression de l'humeur sont passées à l'arrière-plan. L'auteur remarque ensuite que certaines imaginations des mélancoliques sont si étranges, qu'il y a quelques mystères cachés qui empêchent d'en comprendre la genèse. C'est là qu'il compare le délire du mélancolique au songe. Il y a pour lui
3 sortes de songes, les uns sont naturels, les autres sont animaux, les derniers sont par-dessus ces deux. Il précise, les songes naturels sont ceux qui suivent la nature de l'humeur qui domine. Et l'on retrouve ces mêmes causes naturelles pour certaines imaginations mélancoliques, comme il l'a montré plus haut. Puis il y a les songes animaux. Ils viennent de quelques perturbations de l'âme. Ils sont à la fois d'origine affective, et liés quant à leur contenu imagé à des souvenirs de la vie diurne. Nous sommes là dans une sorte de préfiguration de l'interprétation des rêves de Freud. Les exemples donnés par du Lorens correspondent en effet souvent au désir profond du rêveur. Pêcheur qui rêve à des pêches miraculeuses, amoureux qui ne rêve la nuit qu'à l'objet de ses amours. Enfin, certaines imaginations mélancoliques seraient de ce même genre qui se confond parfois avec le troisième, dit par-dessus les deux. Il est par-dessus la nature, par-dessus tous les sens et par-dessus l'entendement humain. Ces songes sont divins ou diaboliques. Les divins viennent de Dieu, qui nous avertit bien souvent de ce qui nous doit arriver et nous envoyer des révélations pleines de grands mystères. Ce sont souvent les prophètes qui en bénéficient. De même, certains mélancoliques, comme l'avaient montré les médecins grecs et arabes, en particulier Rhazès, ont fait des prophéties qui se sont réalisées. Quant aux songes diaboliques, ils sont dus à l'astuce du malin esprit qui va toujours tournoyant alentour de nous et tâche de nous attraper en veillant ou en dormant. Telles sont les causes des songes, telles sont les causes des imaginations mélancoliques. L'imagination des mélancoliques est troublée en 3 façons seulement. Par la nature, c'est-à-dire par la complexion du corps. Par l'âme, c'est-à-dire par quelque violente passion à laquelle ils s'étaient adonnés, et par l'entreprise des malins démons, qui les font bien souvent prédire et imaginer des choses étranges. Ainsi conclut du Lorens, sans faire référence à son contemporain Jean Vire. Il nous a donné d'une manière assez exemplaire, un modèle explicatif d'une psychopathogenèse de la mélancolie et du délire. À la base, une atteinte cérébrale par l'atrabile, soit par une action directe, soit par une action indirecte sympathique, indiscutablement somatique, qui produirait un trouble de l'humeur et permettrait une sorte de construction psychopathologique qui, elle, est d'origine psychogénétique. On y trouverait 3 séries de facteurs. Des causes naturelles comme la prédisposition, les perceptions internes, synesthésie, contenu mnésique, habitudes de vie, traits de la personnalité du malade. Des causes animales ou affectives, les passions mal contrôlées, et enfin les causes démoniaques. C'est le reste, qui échappe à l'explication du médecin et du philosophe. Selon les époques, ce démoniaque sera plus ou moins ramené du côté du naturel ou de l'animal, mais il ne disparaîtra jamais complètement. On pourrait alors, en schématisant un peu, dire que Freud, le premier, arrivera à ramener ce démoniaque totalement dans le champ de l'animal. Comme Jean Vire, André du Lorens est obligé d'utiliser l'explication diabolique pour certaines mélancolies et certains délires. Il s'y engage moins que le médecin du duc de Clèves. Il est vrai qu'il ne s'intéresse pas comme ce dernier aux possédés et aux sorcières, et qu'il n'en parle que d'une manière allusive. Il ne peut cependant s'écarter totalement de cette psychogenèse démoniaque, ce courant de psychiatrie démonologique, qui, comme l'a rappelé Pépichot, apparaît dans les cultures religieuses zoroastriennes et juives, puis dans la philosophie de Pythagore et de Platon, Timée, dans celle de Philon et de Plotin et dans la pensée religieuse d'Origène et Saint-Augustin. Ce courant va se poursuivre à la Renaissance comme nous venons de le voir. Il se continuera à l'âge classique et au siècle des Lumières, de plus en plus refoulé. Il réapparaîtra avec éclat dans le romantisme allemand du début du XIXe siècle et accompagnera la psychiatrie idéaliste et moraliste de Rey et Heinroth. Pour beaucoup d'historiens, il est à l'origine des conceptions psychodynamiques qui aboutiront, comme on le sait, à la découverte de l'inconscient. Si du Lorens est ainsi obligé de concéder ce reste démonologique, il ne le fait qu'à la limite d'une étude clinique complète, en recherchant d'abord toutes les causes naturelles et animales. Finalement, il se trouve entre 2 zones obscures, du côté du corps, l'atrabile et la théorie humorale d'Hippocrate et de Galien transmise comme un dogme, de génération en génération de médecins comme nous t'avons vu, et du côté du psychisme, ses aspects les plus métaphysiques que viendraient éclairer des monologues et théologiens. C'est entre ces 2 zones obscures qu'André du Lorens va organiser le traitement des mélancoliques, en concédant plus à l'hippocratisme qu'à la démonologie. Premier conseil, l'hygiène de vie. Comme avec les médecins arabes,
on retrouvera un aménagement de toutes les conditions d'environnement pouvant favoriser la guérison. Il faut choisir un air tempéré, et même parfumé en jetant dans la chambre force fleurs de rose, viol et nénuphar, et en mettant un grand vaisseau plein d'eau tiède qui humectera continuellement l'air. Y ajouter des fleurs d'orange, écorce de citron et un peu de storax. Il faut également faire voir aux mélancoliques des couleurs rouges, jaunes, vertes, blanches. Quant au régime alimentaire, on évite bien entendu les viandes qui sont grossières, visqueuses, venteuses, mélancoliques et de difficile digestion au profit des chairs les plus jeunes qui sont les meilleures. Veaux, chevreaux, moutons, poulets, perdrix. Pour les poissons, il faut user des poissons qui se tiennent dans les eaux bien claires et coulantes. Les poissons salés ne valent rien. L'usage des potages et bouillons est très nécessaire car cette humeur, du mélancolique, qui est sèche, doit être humectée. On utilisera pour le faire les herbes humidifiantes comme la bourrache, la pimprenelle, l'endive, la chicorée, le houblon. Pour les fruits, nous permettrons les prunes, poires, grenades douces, amandes, raisins, pignons, citrons, melons et surtout les pommes qui ont une merveilleuse propriété pour l'humeur mélancolique. Pour le régime de vie, il faut d'abord favoriser le sommeil. Il faudra par tous les artifices qu'on pourra provoquer le dormir. Les exercices physiques sont souhaitables mais modérés. Il faut que ce soit en lieu plaisant et délicieux comme jardin, prairie, verger, où il y ait plusieurs fontaines ou quelques rivières. Et surtout, les mélancoliques ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes, ils ne doivent jamais être seuls, il faut savoir les flatter et leur accorder une partie de ce qu'ils veulent. Ils doivent être rassurés et loués dans leur action. Mais leurs folles imaginations sont à critiquer. Il les faut tancer de ces idées fausses et leur faire honte de leur couardise quand ils ont des craintes immotivées. Surtout, on doit les divertir le plus qu'on pourra et chasser de leur entendement toutes les passions de l'âme, en particulier la colère, la peur et la tristesse. Cette psychothérapie persuasive peut s'accompagner d'une musicothérapie. La musique est en effet fort propre aux mélancoliques. Reste le traitement médicamenteux. Rien de bien original chez Dulorens, qui reprend tout l'héritage galénique et arabe. Il y a 3 sortes de remèdes, nous rappelle-t-il. Les évacuatifs, les altératifs et les confortatifs. Saignée, purgation, clistères servent à l'évacuation et doivent être répétés. L'élébore garde sa place prépondérante. Les médicaments altératifs de l'humeur mélancolique sont essentiellement les humidifiants, le bouillon de poulet, la bourrache, accompagnée par des bains tièdes et fréquents. Quant aux remèdes confortatifs qui fortifient et réjouissent les esprits, ils sont ceux que prescrivait déjà Avicenne, soit sous forme interne, sirop, opiate, tablette, poudre, soit sous forme externe, en gants, en plâtre, sachet, épithème. Suivent de nombreuses recettes, compositions multiples et variées, qui n'ont cependant pas la richesse des prescriptions orientales que l'on peut trouver dans certains traités arabes. Ainsi se termine l'exposé de la conduite à tenir devant un malade mélancolique. Dulorens sera beaucoup plus bref pour parler de la mélancolie qui vient de la furie d'amour. Les conseils y seront plus rapides, et la séparation radicale de l'objet aimé lorsqu'un rapprochement n'est pas possible reste, selon lui, le meilleur moyen de distraire le malade de sa passion morbide. Son élève Jacques Ferrand, qui le cite à plusieurs reprises avec beaucoup de respect et d'admiration, sera plus prolixe sur le sujet dans son livre de 1610 intitulé De la maladie d'amour ou mélancolie érotique. Quant à la forme hypocondriaque, que Dulorens décrit comme très commune chez les gens du monde et qui atteint d'ailleurs sa protectrice, la duchesse d'Uzès qui devait le recommander au roi Henri IV, elle est pour lui assez polymorphe et touche surtout le corps par ses somatisations multiples. Sans tomber dans l'anachronisme, on peut évoquer, à travers les descriptions qu'il nous en donne, la neurasthénie de Beard de la fin du XIXe siècle ou la dépression masquée, si à la mode actuellement. Les remèdes y sont les mêmes, l'accent étant davantage porté sur les médications confortatives. Les traitements invigoratifs sont à prescrire mais avec prudence. Là aussi, la psychothérapie persuasive, les distractions bien organisées, les occupations. Souvent ces malades sont des oisifs, les plus diverses sont à prescrire parfois avec autorité. Il reste de toute façon difficile de guérir cette mélancolie hypocondriaque, qui est la plus commune et si fréquente en ce misérable temps qu'il se trouve fort peu de gens qui n'en ressentent quelque attaque, constatation que l'on retrouverait facilement aujourd'hui sous la plume de nos plus éminents praticiens. L'éminent historien J. Starobinski est sans doute trop sévère lorsqu'il écrit que Dulorens n'a fait qu'enrichir la doctrine antique de la mélancolie,
sans aucune modification fondamentale. Or, non seulement ce dernier a su utiliser avec un grand talent et une érudition sans faille tout ce que la culture médicale lui avait transmis de l'héritage gréco-romain et byzantino-arabe, mais il a pu aussi exprimer des conceptions psychopathologiques assez nouvelles pour orienter le concept nosologique de mélancolie vers des aspects cognitifs tout à fait nouveaux. Comme l'a montré J.D. Vincent, l'humorisme d'Hippocrate avait introduit la physiologie moderne, et le rôle de la bile noire dans la genèse d'une affection mentale fournit le premier exemple de relation causale entre un désordre psychique et une anomalie biochimique. C'est pourquoi le système explicatif hippocratique de la mélancolie a eu une très grande influence sur la pensée médicale jusqu'à la fin du Moyen Âge. D'autant plus que la force imaginante des mots bile noire ou mélancolie leur donne une réalité langagière, bien évidente. Et même de nos jours, si l'épaisse bile noire a perdu réalité substantielle, écrit toujours J.D. Vincent, elle garde encore son pouvoir allégorique. Du Lorrain a donc bien su distinguer dans ce nœud sémantique de la mélancolie, ce qui est de l'ordre de l'humeur, humorale, du tempérament, personnalité et caractère, et de la maladie, à la fois mentale et cérébrale. Il nous montre que les médecins de son époque commencent à se détacher des vieilles conceptions humorales hippocratiques, pour centrer la maladie mentale sur les notions de troubles de l'entendement et de délire. Avant F. Plater, il est à l'origine de cette conception alors nouvelle de la mélancolie, où l'atteinte cognitive intellectuelle va l'emporter sur le trouble humoral et thymique jusque-là fondamental. C'est ce qui apparaissait déjà à l'orée de ce XVIe siècle dans la gravure de Dürer, qui représentait la mélancolie comme un architecte androgyne, accablé par son échec cognitif et créatif. Le passage par une conception de la mélancolie délire était sans doute nécessaire pour que les médecins aliénistes du XIXe siècle qui vont en hériter puissent retrouver le trouble de l'humeur totalement et définitivement dégagé de ses connotations humorales hippocratiques. Pépinel et surtout Esquirol, héritiers de cette tradition, pourront ainsi ouvrir la voie à J.P. Faleret et à J. Baillarger. Cette véritable rupture dans l'évolution nosologique où l'on passe du thymo-affectif au cognitif apparaît au crépuscule de la Renaissance, ce siècle tellement consacré à la mélancolie. C'est sans doute l'un des signes avant-coureurs de cette première révolution biologique du XVIIe siècle, si bien décrite par M. Degermec où, pour la première fois, le paradigme hérité d'Hippocrate, d'Aristote et de Galien, sera largement remis en cause et remplacé au moins partiellement des modes de pensée nouveaux dans l'histoire de la médecine occidentale. La psychiatrie et son histoire. L'histoire de la psychiatrie se confond, jusqu'à une période récente, avec celle de la médecine. Elle en a suivi du même coup les avatars et les difficultés spécifiques à une histoire faite par des médecins généralement non-historiens, et qui ne cherchaient le plus souvent à travers elle, qu'à défendre et illustrer une médecine officielle et les privilèges de la classe bourgeoise qui y détenait le pouvoir, en particulier le pouvoir d'authentifier le savoir. En conséquence, cette histoire était constamment truquée, falsifiée. Chaque auteur répétait d'ailleurs les erreurs et les falsifications du précédent pour améliorer la légende vertueuse de grands patrons toujours nobles et désintéressés. Cette même histoire conduisait au fameux discours mortuaire académique, et servait à l'inauguration de quelques nouvelles plaques, stèles ou statues en pied de l'illustre et génial maître, dont l'intelligence n'avait d'égal que sa généreuse philanthropie. Cette tendance au panthéonisme était particulièrement marquée dans l'histoire de la médecine française, et c'est à juste titre que le professeur Péhuard, historiographe et enseignant officiel, s'en inquiétait dans un éditorial de la Gazette médicale de France. Il suffit de voyager et de lire la littérature médicale étrangère pour voir que, si l'histoire de la médecine n'a, chez nous, qu'une très petite place officielle, elle est généralement considérée à l'Est ainsi qu'à l'Ouest comme une discipline médicale à part entière en faveur de laquelle des chaires et des instituts ont été créés. Cette simple constatation montre que dans un grand nombre de pays, l'intérêt de l'étude de l'histoire de la médecine ne fait pas de doute et elle me dispense de la justifier tout de suite, après tant de plaidoyer en sa faveur. Je préfère dire un mot de la situation ambiguë de la France à cet égard. D'une part, le culte des grands hommes et des grandes découvertes fait tellement partie du comportement du Français moyen que Sir William Osier écrivait en 1909 « Paris possède à lui seul plus de statues élevées à de grands médecins qu'il n'y en a dans l'ensemble de la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Chaque Français a le culte des héros. Mais d'autre part, à travers ce culte plutôt affectif qu'intellectuel, nos héros sont trop souvent célébrés que bien connus, en particulier en ce qui concerne leurs pensées et leurs œuvres. Cette situation a plusieurs explications. L'importance de la bibliographie et la nécessité de recherche de première main dans les archives préoccupent peu des médecins qui se montreront par ailleurs d'une extrême rigueur dans la recherche médicale. Très répandue est la conception évolutionniste, suivant laquelle les progrès constants et l'accélération de la science, éliminant sans cesse l'erreur pour ne conserver que la vérité. La théorie du jour se trouve identifiée à celle de toujours, G. Canguilhem. C'est-à-dire que les acquisitions et les théories d'hier ou même d'avant-hier n'ont aucun intérêt. Qu'une bibliographie remontant à plus de 20 ans en arrière est parfaitement inutile, et que les trésors accumulés dans les archives et les bibliothèques ne sont qu'un fatras, dont on devrait se débarrasser pour faire de la place à la littérature actuelle, et à la vulgarisation d'autant plus contestable qu'elle est plus condensée et par conséquent plus accessible à l'omission et à l'erreur. Le pire y voisine donc avec le meilleur. C'est ainsi que chaque centenaire tourne volontiers à l'apothéose et reproduit, à peu de choses près, les éloges précédents sans même les purger de leurs erreurs matérielles. Faut-il signaler que la date de naissance gravée sous le buste de Dessau dans la salle des pas perdus de l'ancienne faculté de médecine de Paris est fausse, le chirurgien de l'Hôtel-Dieu étant né en 1738 et non en 1744 ? On pourrait donner bien des exemples, beaucoup plus graves des méfaits de l'amateurisme. Ils ne cesseront que lorsque l'on aura enfin compris qu'il faut à la France des historiens professionnels de la médecine, auxquels on assurera une carrière décente en créant un Institut national d'histoire de la médecine, et en incluant cette discipline dans le curriculum des études. Encore faut-il pour qu'elle soit vraiment une discipline universitaire à part entière et vraiment formatrice, que l'accent soit mis non sur des biographies de malades ou de médecins célèbres, mais sur le mécanisme encore mal connu des grandes découvertes et sur l'histoire des théories des maladies, des structures, des techniques et des disciplines médico-chirurgicales. Ainsi, dans l'indéniable malaise actuel de la médecine, elle jouera un rôle très utile, en particulier en éveillant la modestie et le scepticisme scientifique de l'étudiant, en lui faisant comprendre que tout ce qu'on lui enseigne n'est pas absolument neuf, que tout ce qui est neuf n'est pas toujours sans défaut, que la plupart des découvertes ont des racines très profondes dans le passé mais n'ont pu émerger qu'à la faveur d'un contexte favorable scientifique, social, économique ou même politique. Mais il est nécessaire d'aller plus loin dans cette démystification, en montrant qu'effectivement des raisons politiques déterminent cette tendance panthéonisante habituelle chez les médecins français, historiens de leur art et de leur pratique. Il faut se rappeler que la médecine à la fin du XVIIIe siècle se trouve brusquement, à la suite de la réaction thermidorienne, partie prenante du pouvoir que la classe bourgeoise vient de saisir. Cabanis, Pépinel, Touret voient leur carrière devenir extrêmement brillante. Ils obtiennent rapidement les chaires, les honneurs officiels et académiques, et leur fortune, ceci est moins connu, de modeste qu'elle était jusque-là, devient très importante. Pépinel qui tire le diable par la queue en 1789 annonce à son frère dans une lettre du 3 Messidor en 22 juin 1802, qu'il vient de s'acheter à Torfou une propriété payée 60 000 F comptant, nous confirme Semelaigne. Et il n'est pas de ceux qui ont les plus gros honoraires. C'est en effet toute une corporation médicale qui peut adhérer en bloc au destin de la bourgeoisie. Corporation puissante qui justement, met comme principe fondamental de son exercice professionnel le libéralisme de l'acte médical. C'est la condition fondamentale de l'exercice de la médecine, et peu de métiers peuvent alors intégrer le principe même de leur fonctionnement dans la règle économique de l'échange libéral. On voit encore maintenant combien ce postulat est défendu par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'hésite pas à affirmer que c'est la seule garantie pour que le patient soit bien traité. Dans sa praxis, le médecin chargé de régir la santé qui est devenu dans le système capitaliste du XIXe siècle une norme démographique et économique, que la classe dirigeante tient à contrôler de très près, se venant impliqué dans sa relation avec le patient. La méthode d'approche objectiviste, anatomo-clinique, est considérée comme la seule scientifique, parce qu'elle permet au médecin de traiter le malade comme un objet pour son diagnostic et son traitement. C'est une attitude de droite typique où le médecin se met,
ou du moins se croit à l'abri des passions populaires, lui-même personnage intouchable, inattaquable dans l'exercice de ses fonctions, en quelque sorte sacralisé. Le malade, et en particulier le malade mental, devient ainsi un instrument, une chose, pour le médecin dont la relation avec ses patients est finalement très superposable à celle que l'industriel entretient avec ses ouvriers. Cette réification des malades découle donc d'une attitude de classe dirigeante. La scientificité n'est qu'une rationalisation apportée pour cacher un rapport de classe où la violence est entièrement confisquée à l'usage du bon docteur, défenseur d'un certain ordre social dont la santé est une caractéristique importante. Ainsi tout amène le médecin à défendre la classe au pouvoir, et l'on comprend qu'il ait besoin de grands talents oratoires pour transformer en héros ou en saints les principaux profiteurs de ce système au sein de la corporation médicale. Cette lutte entraîne d'ailleurs un certain manichéisme dans l'évaluation des mérites. D'un côté les bons médecins, défenseurs de la médecine officielle, du bon langage, du savoir académique reconnu, de l'autre, les mauvais, médecins ou non-médecins dont les idées pernicieuses risquent de saper la belle assurance de la science officielle, de remettre en question un rapport de force bien défini. Le territoire de la médecine est une chasse gardée où le gibier appartient aux seuls actionnaires, aux seuls confrères qui ont accepté la loi du système éventuellement déguisée en serment d'Hippocrate. Donc tout est bon ou tout est mauvais, et aucune tache ne peut apparaître sur la robe académique. Voici un exemple de ce manichéisme. À une séance de Société psychiatrique savante et parisienne, en 1972, le professeur L. rappelle dans un historique de la psychopharmacologie, l'œuvre de Van Helmont, médecin assez original qui au XVIIe siècle eut des intuitions remarquables sur l'effet de certaines substances toxiques produisant des troubles mentaux d'allure psychotique. Dans la discussion qui suit, le professeur B demande si Helmont dont le professeur L a décrit les ouvrages est le même que celui que Pinel a vivement critiqué à propos des méthodes de choc combattues par Pinel, qui a écrit, en parlant des méthodes de choc de Van Helmont, c'est-à-dire le bain de surprise et le tourniquet, qu'on doit rougir de ce délire médical plus grave que celui de l'aliéné dont on veut rétablir la raison égarée. Le professeur L répond qu'il y a plusieurs Helmont, père, fils et petit-fils. On voit déjà le glissement de Van Helmont en Helmont dans la réponse. Mais surtout, lorsqu'on lit les œuvres de Jean-Baptiste Van Helmont traitant des principes de médecine et physique pour la guérison assurée des maladies dans la traduction française de Jean Lecomte de 1670, on retrouve à la fois dans le chapitre 5 du traité de l'âme les données psychopharmacologiques citées par le professeur L, et à la fin du même chapitre, 9 pages plus loin. Quelques histoires de quelques enragés et maniaques qui ont été guéris de leur folie en les plongeant dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient été comme suffoqués, lesquels ayant dégorgé l'eau qu'ils avaient avalée reprenaient la respiration et la vie, et par ce moyen-là, leurs fortes imaginations avaient été éteintes et suffoquées. On peut s'étonner du si peu de sérieux régnant dans une société d'historiens de la psychiatrie, si on ne saisit pas la nécessité de ce manichéisme pour renforcer les images fortes des bons médecins de l'histoire, même dans ce cas où un précurseur de l'organodynamisme en psychiatrie ne peut être que logique avec lui-même en préconisant les méthodes biologiques, et donc de choc. N'en déplaise à ce bon professeur B. On voit, à propos de Mesmer et surtout de ses élèves non médecins comme Puységur ou le pauvre abbé Faria, à propos de Seguin, ce rééducateur génial, combien le corps de la médecine officielle se refuse à entendre un langage nouveau qui n'est pas le sien. Ils n'ont pas notre savoir, ils veulent se prétendre, ils sont dangereux et sans doute empiristes et charlatans. Voilà ce qu'on entend constamment au sujet de ceux qui ne sont pas de la confrérie, surtout si leurs idées nouvelles viennent déranger l'ordre établi. Le cas de Semmelweis opposé à son patron de Vienne sur le problème de l'infection puerpérale est un cas typique, puisqu'encore maintenant, on le traite volontiers de paranoïaque, malgré la remarquable thèse du D'(Détouche, futur LF. Céline en littérature. Le mépris des scientifiques de la médecine pour les novateurs est de mise dans toute l'histoire de la psychiatrie écrite par des médecins. Même de Saussure, dans une récente introduction à une réédition du Secret de Mesmer de Vinchon, n'hésite pas à traiter l'inventeur du magnétisme animal d'obsessionnel, de personnalité anale, etc. Le père de la psychanalyse a beaucoup souffert également, tant que l'œuvre freudienne n'est pas rentrée dans la bonne médecine des bien-pensants, de ce mépris qui le traitait de pornographe ou de pervers sexuel,
alors que le professeur Krafft-Ebing permettait à ses lecteurs de se délecter d'histoires de perversion sexuelle dans un langage académique recouvert du label de la science. Curieusement, comme le remarquait Clavreul, la situation s'est inversée. L'œuvre freudienne est maintenant dans les bonnes bibliothèques, alors que la Psychopathologia sexualis se retrouve avec les œuvres de Hirschfeld dans les sex shops. Ainsi, l'histoire de la psychiatrie française est encombrée de panégyriques où la vérité est bien difficile à retrouver sous ce fatras de documents remaniés, falsifiés, de ces répétitions de discours académiques et funéraires et d'inauguration de monuments élevés à la gloire des piliers du pouvoir médical, tout philanthrope et bienfaiteur de l'humanité. Le mythe de Philippe Pinel, libérateur des aliénés, en est un exemple particulièrement significatif. Une autre difficulté tient justement à ce que cette histoire est faite par des praticiens de la médecine et de la psychiatrie, non par des historiens professionnels. Huard a raison d'insister sur cette lacune. Il est vrai que les meilleurs historiens récents n'ont pas été des psychiatres, mais des épistémologues, des sociologues, des philosophes comme Dagonier, Foucault ou Castel. Quant aux historiens professionnels, il leur est difficile de s'enfoncer dans le langage ésotérique et précieux de la psychiatrie. Et on ne peut pas dire que les psychiatres leur facilitent les choses. On peut espérer néanmoins que des études interdisciplinaires permettront d'approfondir cette histoire, à la fois du dedans par les psychiatres historiens, et du dehors par les techniciens véritables de l'histoire. S'il fallait donner une nouvelle méthodologie à cette histoire, on pourrait souhaiter d'abord que l'historien mette entre parenthèses toute idée préconçue et accepte de voir critiquer sa position et démasquer ses attitudes de défense sociale au sein de la lutte des classes. C'est ce que conseillait Gémora dans le premier chapitre de ce colloque tenu à l'université de Yale en 1967, édité en 1970 sous sa direction et celle de J.L. Brandt, sur le thème La psychiatrie et son histoire. Mora regrette le manque d'autocritique dont le psychiatre a fait preuve jusqu'ici. Après avoir fait un résumé de l'évolution de l'historiographie psychiatrique occidentale de Philippe Pinel à la période post-freudienne, il montre que la remise en question du psychiatre conscient, sur le plan psychologique, doit conduire à une même remise en question sur le plan socio-économique et politique. C'est pourquoi il insiste beaucoup sur la nécessité de faire contribuer à cette histoire des chercheurs en sciences humaines, et en particulier des sociologues. Il pense également que les historiens de métier doivent s'intéresser à l'histoire de la psychiatrie, et que le psychiatre intéressé par le sujet doit accepter d'apprendre leurs méthodes et la rigueur de leurs techniques. Il constate que, heureusement, les psychiatres en sont arrivés à comprendre la nécessité de cette remise en question et de cet éclairage historique qui peuvent les aider à résoudre des problèmes de situation, de théorie ou même de pratique qui pouvaient en apparaître fort éloignés. Mais il est certain que toute histoire critique de la psychiatrie doit commencer par une autocritique de son auteur. Sur le plan méthodologique, Ellenberger nous conseille dans le chapitre suivant d'obéir à 3 principes. 1 degré ne jamais prendre un fait, une donnée, un document pour définitivement garanti. 2 degrés vérifier chaque donnée. Ce principe est la conséquence du précédent. Ellenberger conseille de se méfier de toutes les autobiographies, souvenirs qui sont souvent de simples plaidoyers pro-domo. De toute façon, la mémoire s'émousse en vieillissant et les attitudes défensives se figent. De même les lettres, la correspondance n'ont qu'une valeur relative et doivent toujours être vérifiées et remises en leur contexte. D'où 3 degrés replacer chaque chose dans son contexte, à la fois historique, social, économique et politique. On ne peut laisser de côté l'aspect sous-jacent des luttes de classe, lutte pour le pouvoir, etc. Souvent une prise de position apparemment toute théorique ne peut être comprise que si on la situe dans le conflit idéologique, politique et social où elle est née. Il ne faut donc pas craindre de chercher derrière le contenu manifeste des discours, des articles et ouvrages scientifiques, le contenu latent beaucoup moins serein des luttes de coterie, de clans d'influence, des combats pour des nominations, des élections académiques, soigneusement occultés dans le discours des fossoyeurs officiels. C'est une véritable analogie avec l'interprétation des rêves que l'on peut faire ici. La sexualité scandaleuse est remplacée par le scandale d'une violence injuste et implacable dans une lutte barbare et sauvage pour une certaine forme de pouvoir, refoulée derrière un discours scientifique donnant l'impression rassurante de rester en dehors de la mêlée. Et finalement, conclut Ellenberger,
Replacer chaque chose dans son contexte veut dire aussi que les grandes périodes dans l'histoire de la psychiatrie dynamique et les successions et oscillations des écoles ne peuvent être comprises que replacées en face de leur arrière-plan social et politique. P. Cranfield va dans le même sens lorsqu'il consacre le 3e chapitre à « Quelques problèmes dans la rédaction de l'histoire de la psychanalyse ». Pour lui, il est essentiel de retourner toujours aux sources primitives et aux textes originaux, et de situer chaque fois l'évolution éventuelle de ces textes au cours de leurs éditions successives, dans l'histoire de l'auteur et de ses conflits avec ses adversaires. Ceci n'est pas seulement valable pour Freud, mais pour ses différents élèves. À ce propos, Jones, dans sa gigantesque biographie du maître viennois, a bien souvent manqué d'impartialité. Il faut connaître ses conflits avec des collègues pour comprendre comment il a délibérément modifié certains événements, comme la fin de Ferenczi. Il n'hésite pas à déclarer que le Hongrois n'avait plus toute sa raison, ou diminuer volontairement l'importance de certains faits, allant parfois jusqu'à les effacer complètement. Même au niveau de la publication, de la diffusion des textes, il est utile d'en connaître les conditions matérielles et économiques. C'est ainsi que Cranfield pense que certaines remarques de Leonard Woolf, le mari de Virginia Woolf, au sujet des publications qu'il éditait dans le champ de la psychanalyse, peuvent faire comprendre qu'une étude détaillée des rapports de Hogarth Press avec le mouvement psychanalytique serait d'un grand intérêt. Une telle histoire ne peut se concevoir comme complète que si elle ne néglige pas ses aspects d'ordre économique et social. Il faut donc introduire une histoire sociale et sociologique dans celle de la psychiatrie. J.L. Brandt s'interroge dans le 4e chapitre sur les rapports complémentaires entre les deux. Après avoir rappelé que les historiens ne se cantonnent plus, comme autrefois, dans l'histoire événementielle mais s'intéressent de plus en plus à celle des sociétés, des mentalités, des attitudes collectives, des données économiques, démographiques, industrielles, et en France tout un mouvement historique est apparu dans ce sens autour de M. Bloch, F. Brodel, C. Moraz, G. Voyelle, etc., centré autour de la célèbre revue Annales Économie Société Civilisation. Elle nous montre qu'aux USA peu d'apostrophes. Historiens professionnels de cette orientation se sont intéressés jusque-là à la psychiatrie. Elle ne peut citer que quelques travaux comme celui de G. Grob, L'État et le malade mental, 1966, et de Hendin, Les conceptions de la folie aux États-Unis de 1789 à 1865, 1964. Elle énumère également quelques articles de J. Burnham, G. Rosenberg, Oros et d'elle-même. Elle aurait pu davantage étudier l'importance respective dans ses études d'une sociologie de la connaissance et d'une histoire critique des idéologies, dont les relations ont été précisées par J. Gabel dans un article sur « Mannheim et le marxisme hongrois ». Elle insiste en tout cas sur la nécessité d'une collaboration étroite entre historiens des sociétés et historiens de la psychiatrie. À ce propos, dans le chapitre 7, Yvette 40, que nous connaissons bien en France depuis la traduction de son Histoire de l'hystérie, pense qu'il faut que celui qui s'intéresse à l'histoire de la psychiatrie ait acquis le métier d'historien. Et elle se demande quel est le mieux qualifié pour écrire cette histoire, le psychiatre ou l'historien de la médecine. On ne peut répondre à cette question d'une manière catégorique. Il lui apparaît cependant qu'un historien bien éclairé sur la psychiatrie serait préférable à un historien médical sans formation psychiatrique. L'idéal serait donc représenté par un psychiatre, par ailleurs véritable historien. Et elle déplore que la très intéressante Histoire de la psychiatrie d'Alexander et Selesnik, traduite en français, manque tellement de précautions méthodologiques historiques. Un brie va dans le même sens, lorsqu'elle étudie les fondements bibliographiques nécessaires à la réalisation d'une histoire des sciences du comportement. Dans le chapitre V, elle rappelle que pour faire une véritable histoire de la psychiatrie, il faut une organisation bibliographique importante et s'entourer de rigueur dans les méthodes et techniques de recherche des documents. Et il faut ensuite savoir reconnaître, authentifier et interpréter ces documents. Elle regrette que jusqu'à maintenant tout ce travail ait été trop parcellaire, artisanal, activité de loisir ou de retraite pour le médecin ou le psychiatre. Quel serait donc cet historien idéal de la psychiatrie ? Pour eux, Carlson et M.M. Simpson, qui consacrent le chapitre 6 à l'approche interdisciplinaire de l'histoire de la psychiatrie américaine, peu d'historiens s'en seraient approchés jusque-là. Malgré quelques coups de chapeau à E. Erickson pour son jeune homme Luther, aucun n'est sans reproche.
Une synthèse du bon historien professionnel et du psychiatre ayant eu une formation approfondie, en particulier dans le domaine psychothérapique et institutionnel, est pratiquement irréalisable dans un seul individu qui n'aurait pas le génie d'un Léonard de Vinci. D'autant plus qu'il lui faudrait également une formation psychologique et sociologique complète. C'est en fait, dans des équipes interdisciplinaires, dans des séminaires de recherche entre participants d'orientations différentes et complémentaires, qu'une authentique histoire de la psychiatrie pourrait s'entreprendre. C'est ce que nous confirment les derniers chapitres de cet intéressant colloque. Celui de C.A. Meyer sur la psychologie dynamique et le monde classique, de S. et J. Jackson sur la médecine primitive et l'historiographie de la psychiatrie, celui de E.H. Ackernecht sur les éléments non idéologiques dans l'histoire de la psychiatrie. Ce dernier en particulier nous met en garde contre la tendance exagérée à privilégier l'histoire des idées, tendance qui remonterait à l'idéalisme philosophique allemand de la fin du XVIIIe siècle. Il pense également que le terme « institution » manque souvent de précision et peut s'appliquer à des significations très différentes selon l'auteur qui l'utilise. Il faudrait, écrit-il aussi, étudier l'évolution des thérapeutiques, et ne pas la décrire seulement selon un modèle de constant progrès vers l'acquisition de moyens de guérison de plus en plus rapides et adéquats. Il nous conseille également d'étudier la littérature dite à scandale, les pamphlets polémiques, les discussions au cours des congrès, des colloques, des réunions scientifiques, en essayant toujours d'obtenir les comptes rendus les plus complets, en recoupant les divers témoignages qui sont souvent fort éloignés du rapport officiel plus ou moins succinct et fortement censuré et orienté. On ne peut qu'approuver de tels conseils. Mais ne nous ramène-t-il pas, en nous encourageant à une extrême modestie, à ceux que nous donne M. Foucault dans Archéologie du savoir, justement à propos de la psychopathologie ? Celui-ci nous demande d'abord de répondre aux questions qu'il nous pose. Première question, qui parle ? Qui dans l'ensemble de tous les individus parlants, est fondé à tenir cette sorte de langage ? Qui en est le titulaire ? Qui reçoit de lui sa singularité, ses prestiges, et de qui en retour reçoit-il sinon sa garantie, du moins sa présomption de vérité ? Quel est le statut des individus qui ont, et eux seuls, le droit réglementaire ou traditionnel juridiquement défini ou spontanément accepté, de proférer un pareil discours ? Le statut du médecin comporte des critères de compétence et de savoir, des institutions, des systèmes, des normes pédagogiques, des conditions légales qui donnent droit, non sans lui fixer des normes à la pratique et à l'expérimentation du savoir. Et plus loin, l'existence de la parole médicale n'est pas dissociable du personnage statutairement défini qui a le droit de l'articuler, en revendiquant pour elle le pouvoir de conjurer la souffrance et la mort. Mais on sait aussi que ce statut dans la civilisation occidentale a été profondément modifié à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, lorsque la santé des populations est devenue une des normes économiques requises par les sociétés industrielles. Il en découle, comme le remarque Deleucourt, que le statut est défini par une instance non discursive, c'est-à-dire une partie de l'appareil d'État. Il incarne et réalise un certain nombre de normes fondées sur l'impératif économique. Le statut donne aux médecins un pouvoir donnant corps à la profession médicale. Ce corps investit le discours que les psychiatres tiennent. Le discours psychiatrique, aussi théorique et scientifique qu'il paraisse, a donc bien quelques rapports avec le pouvoir en place, la classe dominante et sa lutte avec la classe dominée. Ainsi, notre démarche historique passe nécessairement par une étape matérialiste dialectique. Qu'elle semble à certains subversive nous prouve seulement qu'elle s'approche d'une certaine vérité jusque-là soigneusement occultée. L'idée de dégénérescence en psychiatrie et l'introduction du darwinisme en France au XIXe siècle. L'ouvrage qu'Yvette-Conry vient de consacrer à l'introduction du darwinisme en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle nous apporte des éléments indiscutables pour détruire cette vieille légende psychiatrique qui voudrait faire passer l'idée d'hérédo-dégénérescence pour une héritière de la notion progressiste d'évolutionnisme, alors qu'elle n'est qu'une application des conceptions les plus réactionnaires, religieuses et conservatrices des penseurs royalistes de la Restauration. Il faut se féliciter de la parution de cette importante thèse historique soutenue en Sorbonne le 9 décembre 1972 et dirigée par G. Canguilhem.
L'auteur nous y montre avec beaucoup d'érudition les difficultés qu'a rencontrées la théorie darwinienne dans les milieux intellectuels et scientifiques français de la deuxième moitié du XIXe siècle. En effet, si l'origine des espèces parue en Angleterre en 1859 a été traduite en français par Clémence Royer, dès 1862, la pensée de Darwin a raté son introduction en France, non pas en vertu d'occasion, mais par une nécessité conjuguant la positivité d'une culture présente et le défaut des catégories adéquates à son intelligibilité. Y. Conry étudie longuement les divers domaines où elle sera révisée. L'anthropologie avec Broca, la botanique, la paléontologie qui instituera un discours parallèle mais non confluent avec le darwinisme, la médecine et surtout la psychiatrie avec le dogme de l'hérédodégénérescence qui, loin de faciliter cette convergence, s'oppose radicalement à l'aspect progressiste et matérialiste de la théorie de Darwin. L'auteur a raison de nous rappeler que le célèbre ouvrage de B. Morel est de 1857, et que cette idée reçue, qui traîne encore souvent dans les histoires de la psychiatrie selon laquelle la doctrine de Morel est dans la ligne du darwinisme, est totalement inexacte et dénuée de fondements historiques. En fait, l'hérédodégénérescence à la française se situe dans une perspective idéologique très réactionnaire qui apparaît chez de Bonald et autres conservateurs du début du siècle, dont on trouve l'écho dans la phrase de Ballanche « L'homme sauvage n'est point l'homme primitif, mais l'homme dégénéré ». À la race primitive créée à l'image de Dieu, avec une langue originelle parfaite, ont succédé progressivement sous l'effet du péché, des vices, de la dépravation, des races impures, sauvages, dégénérées. Seule, la civilisation chrétienne et monarchique a su protéger l'archétype de l'homme proche du modèle divin. Cette idéologie a certainement influencé le pupille de l'abbé Dupont et l'ami de Bûcher, et nous fait comprendre les reproches que lui fera Legrain en 1892. Cette conception exclusivement théiste et bien peu scientifique est une imperfection qui étonne dans l'œuvre si considérable de Morel. Cet observateur sagace ne pouvait être que gêné par une conception étroite. Celle-ci devait, il me semble, le mettre tout au moins dans l'obligation de nous décrire ce type normal, créé par Dieu à son image, porteur de toutes les perfections, et de nous en indiquer les caractères intellectuels et somatiques. On comprend que l'auteur soit resté silencieux sur ce sujet, il n'en pouvait être autrement. Car Genil Perrin y insiste avec raison, le début du traité des dégénérescences nous montre bien que pour son auteur, la dégénérescence reconnaît, ou une cause fondamentale, le péché originel qui rend vulnérable l'homme primitivement invulnérable, 2. Une série de causes accessoires, l'action des circonstances extérieures, institutions sociales ou autres influences occasionnelles. L'homme, déchu de sa dignité première, se trouve exposé aux atteintes du monde extérieur. Ses descendants sont soumis à la loi de l'hérédité et ne peuvent échapper aux causes qui, en altérant leur santé, tendent de plus en plus à les faire dévier du type primitif, à les faire dégénérer. Y. Conry nous montre bien que cette catégorie de la dégénérescence ne facilite pas, bien au contraire, l'introduction du darwinisme. Il en est de même de toute la médecine anatomo-clinique et physiopathologique, qui ne peut que la refuser, pour les mêmes raisons idéologiques. Mais il était inévitable que les méprises et malentendus s'accumulent, en particulier dans le domaine de l'hérédité pathologique qui devient, dès les travaux de Lucas et Moreau de Tours, l'explication pathogénique prégnante en psychiatrie. Y. Conry y consacre quelques pages fort clairvoyantes qu'on aurait souhaité moins brèves. Il est dommage qu'elle n'ait pas lu la thèse de Genil Perrin, que nous citions plus haut. Elle y aurait trouvé des éléments très éclairants. Mis à toutes les sauces, le darwinisme, ainsi incompris, pourra être ultérieurement récupéré par les idéologies dominantes, qu'elles soient positivistes ou franchement conservatrices. On verra même, dans un usage idéologique socialisant, un certain euphérie justifié par le biais de la division du travail, loi darwinienne à dire, l'antisémitisme le plus féroce, socialisme et sciences positives, Paris 1896. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.